Bonjour à tous. C'est un vrai plaisir que de côtoyer des savants, plaisir pour l'excitation intellectuelle naturellement et la nourriture qu'ils nous offrent, mais d'une certaine forme c'est un retour d'investissement pour l'école, car après tout c'est quand même l'école qui a produit ces savants. Donc je trouve que le système là trouve... Merci à Stanislas Dehaene et Franck Ramus pour leur exposé tout à fait compréhensible, même pour des vieux clous de mon genre, donc je trouve ça assez fort, voilà. Et je voudrais leur demander, vous avez dit clairement que ce que vous avez appris devrait être mis au service des enseignants, devrait être connu d'eux, ce bagage sur les compétences précoces des enfants, les algorithmes d'apprentissage, les difficultés, vous, les espoirs que vous avez mis dans l'école, montrant que quand c'était génétique, c'était pas forcément foutu. Et je voudrais leur poser cette question avec mon camarade Patrice Lemoine: comment va-t-on faire pour transférer ce savoir de vos laboratoires à la masse de nos enseignants, notamment dans le cadre de la Fondation des SP? C'est une question qui est tout à fait prégnante aujourd'hui. Alors, je vais continuer cette question en la précisant, en vous remerciant d'abord de nous accueillir ici, et en allant dans le même genre de pirouette que mon collègue, en disant que si l'école entre au Collège de France, c'est qu'elle a dû faire des progrès. C'est peut-être aussi que la science a fait des progrès, et c'est peut-être aussi que les liens entre science et enseignement sont en train de faire des progrès qui ont été soulignés tout à l'heure par Jean-Michel Blanquer, et je crois que c'est des progrès auxquels nous aspirons tous. Donc vous avez écrit un texte, je vous le disais tout à l'heure, avant les conférences, qui synthétise à nos yeux de nombreuses questions qui ont été posées aujourd'hui, y compris d'ailleurs le doute de la science et celui de la pratique. Dans Apprendre à lire, vous écrivez, je vous cite pour que tout le monde soit à égalité et qu'on entende bien ce que vous aviez écrit, il n'y a pas très longtemps, puisque ça date de 2011, « Nous ne sommes certes pas les premiers à découvrir combien il est difficile de passer du laboratoire à la salle de classe. La variable clé qui semble déterminer le succès ou l'échec d'une intervention en grandeur réelle dans les classes semble être la formation des maîtres. Pour que ceux-ci mettent en œuvre des stratégies efficaces, un entraînement massif et formel dès les toutes premières étapes de la formation est nécessaire. On sait aujourd'hui combien ce point essentiel peut être négligé. Quelques heures d'explication au fil d'une conférence ou d'un livre ne peuvent se substituer à la formation intense, collégiale et responsable que reçoivent par exemple les instituteurs finlandais. » Donc si on part du principe qu'il vaut mieux apprendre à pêcher que donner du poisson, quelle forme pouvez-vous préconiser tous les deux pour favoriser une appropriation raisonnée, parce que on a bien compris qu'il ne s'agit pas d'appliquer bêtement des procédures, qu'il s'agit d'y mettre de l'intelligence, une appropriation raisonnée des travaux des neurosciences par les enseignants, et j'espère qu'ainsi nous rendons assez difficiles les conditions d'apprentissage, comme vous le préconisiez tout à l'heure, ou en tout cas les conditions de réponse aux questions qu'on pose. Écoutez, merci beaucoup. Moi, personnellement, je pense que, comme je le disais dans ce petit texte, il faut qu'on arrive à avoir un corps enseignant qui soit des grands professionnels. Et vraiment, je pense que ce serait formidable si dans 10 ans, cette réunion ne puisse pas se tenir au Collège de France, mais au contraire, ce sont les biologistes comme nous, les spécialistes en sciences cognitives, qui soient obligés de se déplacer, je ne sais pas, à l'Institut français de l'éducation, parce que c'est là que se passe la recherche, la plus grande compétence dans le domaine de l'éducation. Je pense que c'est possible. Je pense qu'il y a d'autres pays dans lesquels on arrive beaucoup mieux à réaliser cette chose-là, mais ça veut dire qu'il faut que les enseignants eux-mêmes reçoivent une formation forte. Donc, Franck Ramus a mentionné, peut-être on peut estimer ça à la louche, mais une vingtaine d'heures pour apprendre ce que c'est qu'apprendre à lire et ce que c'est qu'un enfant dyslexique, ça paraît une sorte de minimum, je pense. Je ne sais pas, en tout cas ça paraît raisonnable. Et ça veut dire une vingtaine d'heures sur les mathématiques, une vingtaine d'heures sur les règles de l'apprentissage. Bon, ça veut dire un vrai curriculum structuré pour les enseignants. Je pense que ça veut dire aussi que les départements de recherche de l'éducation nationale doivent prendre en compte ces travaux. Ça m'amuse parce que parfois en discutant avec certains d'entre vous, on dit on n'a pas les ressources pour faire des expérimentations. L'éducation nationale a des ressources extraordinaires pour faire la recherche en éducation. Elle a accès à des évaluations qui sont menées nationalement et elle a des départements entiers dont c'est le travail. Donc il me semble que là, il s'agit simplement peut-être de revoir ce qui est fait réellement et ce qui est fait en particulier de ces évaluations
mais il y a beaucoup de moyens qui sont déjà en place. Et on en a déjà discuté beaucoup à la DGESCO. Ce ne serait pas impossible, par exemple, d'imaginer que la DGESCO, chaque année, dispose de 4 ou 5 capacités d'expérimentation à l'échelle de 30, 40, 50 classes, et qu'un appel d'offres soit fait de manière à ce que des scientifiques, mais aussi des enseignants, disent « Moi, j'ai une pédagogie intéressante, je voudrais répondre à cet appel d'offres, je voudrais qu'elle soit expérimentée. » On pourrait imaginer qu'un conseil scientifique bien formé soit capable, formé à la fois d'enseignants et de chercheurs, décide que telle ou telle expérimentation mérite le plus d'être testée actuellement et que voilà, on se lance dans une sorte de situation vertueuse où l'expérimentation joue un grand rôle. Et je pense que si on fait ça, si les enseignants deviennent des grands professionnels de l'enseignement et de l'apprentissage plutôt, eh bien, on ne pourra plus avoir ces situations où les politiques éducatives changent radicalement du jour au lendemain parce que sera immédiatement opposée à ces décisions qui sont parfois très politiques une rationalité propre à l'éducation. Voilà. Et je crois que la situation ne se posera tout simplement plus. Voilà. C'est peut-être un petit peu optimiste, mais il faut essayer d'être optimiste. Sans optimisme. Monsieur Ramus, vous partagez cet optimisme ? Oui, bon, c'est sûr que la tâche est considérable. S'il y a 900 000 personnels à former, bon, moi je fais pas mal de formations pour les personnels de l'éducation nationale à différents titres et à différents niveaux. Et bon, ça m'amène à faire beaucoup le tour de France, mais je ne vais pas pouvoir les former tous. En fait, moi, évidemment, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut former les formateurs qui vont eux-mêmes pouvoir redisséminer. Moi, ce qui m'a frappé au cours de mes tours de France de formation, c'est de constater à quel point les initiatives sont locales et fragmentées. Par exemple, je montrais ce document qui a été constitué par l'inspection académique du Rhône. Ça a été rédigé entièrement à l'initiative d'un inspecteur ASH qui a compris plein de choses et puis qui s'est pris en main, qui s'est dit « il faut que je fournisse des ressources aux enseignants de ma circonscription ». Et puis il a mis sur le site web de son académie, il ou elle, d'ailleurs je ne connais pas la personne, sur le site web de son académie. Et puis, dans l'académie à côté, il fallait qu'il réinvente la poudre. Donc moi il m'a semblé que ça manquait un tout petit peu de centralisation et qu'il y aurait peut-être moyen de donner des impulsions plus fortes à un niveau plus haut dans la hiérarchie, de manière à ce que toutes les académies et toutes les écoles bénéficient de manière égale des bonnes expériences et des bonnes choses qui ont déjà été faites et expérimentées dans certains endroits. Merci. En amont de ce colloque, plusieurs questions sont arrivées de la part des gens qui participent. Alors si l'un des auteurs de ces questions écrites veut manifester son questionnement de manière orale, il y est invité. Mais de toute façon, il faudra qu'il aille vite, car le temps est extrêmement contraint. Monsieur Rousseau. Oui, je voudrais revenir sur les éléments de l'algorithme dont parlait Stanislas Dehaene au début, l'attention, l'engagement actif, la récompense, la consolidation avec automatisation. Quel rôle donnez-vous au traitement de l'émotion dans l'apprentissage? Et notamment, parlez-nous du stress, le bon, le mauvais, etc. Je ne suis pas du tout spécialiste, mais je peux dire de manière générale que la perspective sur les émotions en sciences cognitives a changé radicalement dans les 25 dernières années. Il y avait une grande séparation historique entre les études cognitives et les études des émotions. Et cette division est complètement inexistante maintenant, elle a disparu, et tout le monde s'accorde à considérer les émotions comme des systèmes évolués, faisant partie d'un mécanisme général. Et donc chacune de nos émotions a un rôle particulier à jouer, et a joué son rôle dans la survie de l'organisme. Beaucoup de nos émotions sont très anciennes. L'émotion de peur, par exemple, est l'une des plus basiques qui soit, elle est présente chez pratiquement tous les organismes vivants. D'autres émotions sont particulières à l'espèce humaine, des émotions sociales en particulier. Le cerveau social est quelque chose de tout à fait particulier à l'espèce humaine, et nous avons dans ce domaine un certain nombre d'émotions qui sont simplement liées à notre réputation, à notre statut en société.
Donc ces systèmes émotionnels commencent à être compris dans le cerveau. Et effectivement, je pense qu'il faut réfléchir aux conséquences pour l'éducation. J'ai parlé de la récompense et de la motivation comme des aspects positifs des émotions, c'est-à-dire qu'on anticipe la réussite. Et je pense qu'il y a des écoles qui, par exemple aux États-Unis, parfois de façon un peu caricaturale, font ça mieux que l'école française, c'est-à-dire savoir que l'enfant est en confiance, qu'il peut réussir, qu'il va y arriver, que tout va être fait pour qu'il y arrive, que l'école est là pour le faire réussir. Je pense que c'est une chose très importante. Donc, les émotions positives. Dans le cas des émotions négatives, évidemment, il faut y penser aussi. On sait, par exemple, peut-être que Manuela Piazza en dira un petit mot cet après-midi, qu'un certain nombre d'enfants qui ont des difficultés mathématiques ont en fait des émotions négatives associées aux mathématiques. Il y a une perte de moyens liée au fait que les mathématiques sont pour eux un environnement extrêmement stressant et dans lesquels immédiatement tous les moyens sont perdus. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont dyscalculiques, mais ils sont devenus acalculiques parce qu'ils ont rencontré ces difficultés-là. Donc l'école a une grande responsabilité, je crois. Je me suis rendu compte ce matin dans mon exposé, mais je n'ai pas eu le temps de le modifier, que le mot plaisir n'apparaissait pas. Et je crois qu'il est absolument fondamental. Il faut que l'école soit un lieu accueillant et où on se fasse plaisir en apprenant. Oui, pour décliner le thème sur les troubles 10, enfin, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue qu'évidemment l'aspect confiance en soi des élèves est absolument crucial et il faut absolument éviter de mettre les élèves en situation d'anxiété par rapport aux apprentissages scolaires. Et c'est justement un des gros problèmes pour les enfants avec des troubles spécifiques des apprentissages qui se retrouvent justement du fait de leurs échecs répétés dans certains secteurs des apprentissages et éventuellement des conséquences secondaires sur d'autres apprentissages, se retrouvent souvent dans des situations d'échec scolaire généralisé et de grande anxiété par rapport aux apprentissages et qui conduisant parfois à des troubles émotionnels, troubles du comportement, donc vraiment allant vers les problèmes psychiatriques. Et donc il est vraiment très important pour ces enfants d'une part, de mettre en place des aménagements qui permettent de capitaliser sur les fonctions cognitives qui sont performantes chez eux, car il y en a, pour leur permettre de contourner leurs déficits et pour leur permettre d'accéder aux apprentissages sur lesquels ils sont compétents en contournant les problèmes concrets, par exemple en lecture ou en représentation visuospatiale. Et aussi de les gérer d'une manière qui contribuent à leur préserver leur confiance en soi et à ne pas les décourager trop tôt. Donc par exemple, évidemment, mettre l'enfant trop souvent en échec sur ce sur quoi il a des difficultés risque d'être évidemment contre-productif et on aurait sans doute intérêt à beaucoup plus valoriser si vous voulez, le renforcement positif et la mise en valeur de ce que l'enfant fait bien plutôt que la mise en valeur de ce que l'enfant fait mal. Particulièrement pour les enfants avec trouble 10, mais ça peut être vrai pour les autres aussi, évidemment. Merci. Une dernière question ? Madame, ou on vous apporte un micro, vous criez bien fort. Merci. Je suis médecin de l'éducation nationale et je suis dans l'Académie de Rouen, mais je viens de la région Rhône-Alpes, qui est une région effectivement où l'intérêt pour les sciences cognitives, je crois, a été précoce. Et je m'interroge depuis le temps où je suis à l'éducation nationale, qui n'est pas si long, mais j'ai travaillé aussi dans l'Académie de Lyon avec l'équipe des centres référents, les hospitaliers, et j'ai eu l'occasion de faire un mémoire sur le thème comment pouvons-nous, nous, médecins scolaires, aider les enseignants justement à oser entrer dans la connaissance scientifique. J'ai appelé ce mémoire « Apprendre et apprendre » parce que apprendre, c'est une démarche qui est à double sens, où à la fois on reçoit et aussi on restitue. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là justement une problématique ? Je me demande pourquoi, alors que nous sommes à l'éducation nationale depuis 1991, pourquoi nous avons rencontré autant de difficultés alors que nous nous sommes intéressés aux sciences cognitives très précocement, dès qu'elles ont commencé à être intéressantes et où ce qui se produisait pouvait être utilisé justement à l'éducation nationale.
pourquoi est-ce que nous ne sommes pas arrivés à nous faire entendre par les enseignants et pourquoi il y a eu ces réactions de méfiance, pourquoi il y a eu même des réactions de rejet. Et je suis heureuse de voir qu'aujourd'hui, enfin, nous nous réunissons pour parler de ce même sujet. Alors, je me demande si c'est seulement une question de formation et s'il n'y a pas plus à prévoir, c'est-à-dire aussi mettre le paquet sur l'organisation d'un travail interdisciplinaire, en particulier entre les professionnels de la santé, de la psychologie, du social et les professionnels de la pédagogie. Ce n'était pas une question, mais peut-être y a-t-il un commentaire sur le commentaire. Oui, il y a une partie de la question qui concerne la sociologie, l'éducation nationale, et là, je n'ai pas de réponse, évidemment. Sur votre dernier point, bien entendu, il faut favoriser la pluridisciplinarité et le dialogue entre les acteurs de professions différentes et de statuts différents. Donc, évidemment, les enseignants doivent pouvoir collaborer et dialoguer avec les enseignants spécialisés, avec les psychologues scolaires, avec les médecins scolaires, et également à l'extérieur de l'école, en premier lieu avec les familles, ça va de soi, mais aussi avec les orthophonistes et avec tous les intervenants à l'extérieur de l'école qui gèrent les troubles 10, parce que l'école toute seule ne peut pas totalement les gérer. Et c'est vrai qu'il y a souvent, dans beaucoup de situations, il y a vraiment des gros problèmes de communication, par exemple entre l'orthophoniste qui prend en charge l'enfant et son enseignant, il y a très très peu de dialogue. Parfois pour de mauvaises raisons, et c'est vrai, je pense qu'il faut promouvoir cette culture du dialogue entre les différentes professions. Juste un petit mot là-dessus. Bon, effectivement, je pense qu'il y a un petit peu une culture de suspicion qui s'est installée au fur et à mesure entre les différents acteurs, et en particulier aussi entre les parents et les enseignants. Moi, je crois que c'est très important de restaurer ce dialogue-là aussi. Mais vis-à-vis des sciences cognitives, il est certain que les enseignants ont beaucoup été baladés d'une théorie à l'autre, d'une réforme à l'autre. On est dans une espèce de réforme permanente, et il va falloir qu'on arrive à surmonter cette chose-là en créant une situation de confiance, moi je le crois vraiment. C'est-à-dire que les enseignants sachent qu'ils sont dans un cadre bien organisé, dans lequel s'ils font ce qu'on leur demande de faire, et s'ils le font bien, et mieux que bien, ça se passera bien pour les enfants, et ça se passera bien pour eux aussi dans le système éducatif. Donc c'est toute une confiance qui a restauré. Je crois que la désorientation est très grande. Moi, je parle malheureusement trop peu, sans doute avec les enseignants, mais j'ai eu vraiment une demande très forte des enseignants d'être rassurés ou d'avoir des informations claires sur les pratiques pédagogiques. Dans le domaine de la lecture, on a cette notion de méthode mixte, qui est vraiment la confusion la plus totale, et je dirais une sorte de renoncement en disant on ne sait pas, on n'arrive pas à comprendre, essayons les deux, faisons un mélange de tout ça, il en sortira bien quelque chose. Je pense que ça a créé énormément de confusion, et que voilà, il va falloir qu'on essaye de rendre un cadre un petit peu plus clair pour les enseignants, en essayant évidemment que ce cadre soit le plus juste possible également. Donc on va clore cette séquence en disant que la réassurance scientifique des enseignants est susceptible de leur donner confiance et de les outiller pour des relations sociales apaisées entre tous les acteurs du système éducatif. Et peut-être prendre appui sur le développement professionnel qui me semble la clé de tous les points qu'on vient d'évoquer, et notamment de la réponse à ces querelles qui peut-être persistent, mais il me semble qu'on les voit aussi de moins en moins, pour conclure ce débat sur une note un peu optimiste sur cette question-là. Merci, messieurs.